أود بداية أن أشكر مؤسسة الياتا ومركز الزبلال على الدعوة الأخوية للمساهمة في النقاش حول موضوع ثقافة رافعة ذلك ممكن. وسأسمحكم للحديث بالفرنسية لسهولتها بالنسبة إلي. Pourquoi commettre un livre sur les politiques publiques relatives à la culture? Quel est l'intérêt? Je demande a priori que la culture n'étant pas un axe stratégique de l'État, la discussion, l'analyse, l'argumentaire autour des politiques publiques de l'État en matière de culture peut paraître superfétatoire lorsqu'il y a des secteurs clés qui ne sont pas encore investis par l'État. Et des questions encore beaucoup plus urgentes, telles que l'emploi, telles que le problème de l'eau, telles que le problème du climat, etc. Ceci dit, il m'a paru, pour quelqu'un qui a travaillé à l'université, mais également qui vient du secteur privé, de mettre le doigt sur la nécessité d'aborder la politique publique dans la culture à partir de ce qui est factuel. Et donc il était nécessaire de dresser un premier panorama de ce que représente la culture dans ce pays. La culture en tant qu'identité, et c'est un vecteur important de notre marocanité, mais également la culture en tant que marché, en tant que production de biens et services, et surtout de biens porteurs de sens. Ensuite, l'intervention des différents partenaires, qu'il s'agisse de l'État, du gouvernement, qu'il s'agisse des entités territoriales élues, qu'il s'agisse des écrivains, des artistes, qu'il s'agisse des intervenants au niveau international, des structures onusiennes, etc. Il y a là une panoplie d'acteurs dont l'action devait être circonscrite pour bien comprendre la portée de l'action de l'État. Les questions qui s'imposent dans le cas du Maroc, c'est essentiellement la question du portage politique. Pour qu'une politique publique puisse être admise au rang de priorité, il faut qu'il y ait un portage politique fort. On a vu, les expériences à l'international le démontrent amplement, qu'il s'agisse de l'Angleterre, qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse d'autres pays, que l'incarnation de ce portage politique devait être très apparente, c'est-à-dire une personnalité d'envergure qui puisse imposer ce tournant, ce foot si vous voulez. Au Maroc, nous n'avons pas de portage politique fort. C'est-à-dire que la question culturelle, le programme culturel d'un gouvernement, est considéré comme, au niveau protocolaire, le dernier parmi les derniers. Et ceci est très grave. C'est très grave, pourquoi? Parce que la culture a des rôles essentiels. La stabilité politique du pays est fondée sur la culture. La cohésion sociale est fondée sur la culture. Le lien social est fondé sur la culture. Si nous ne faisons pas attention à ces agrégats qui sont importants, nous avons une crise de compréhension de ce que devrait être la culture et ses rôles dans la société. Et je commencerai par l'aspect identitaire qui est important. Vous savez, au Maroc, on a pris l'habitude de démontrer une grande fierté de ce qu'est la diversité. La Constitution du Maroc, dans son préambule, intervient sur le sujet et parle des différents affluents. Ce que fait la Constitution, en fait, c'est juste de dire ce qu'est le Maroc, pas plus, pas moins. On n'a pas à être fier ou pas fier. Dans toutes les ères du monde, l'histoire a produit la diversité. Et donc, cette diversité, qui peut être
local, qui peut être régional, est suffisamment enraciné pour permettre des expressions culturelles très différenciées. Mais également, cette diversité culturelle, fondée essentiellement sur les langues, peut être un motif de souci. On se rappelle tous de l'ouvrage de Emile Malouf, l'identité meurtrière. Et l'exemple que vient de citer mon ami Mohamed sur la poussée de l'extrême droite en Europe démontre que les identités peuvent être un motif de régression, un motif de séparation au sein des nations. Et cet aspect-là qui aurait dû normalement conduire l'État à mettre la culture parmi les actes d'intervention stratégique a fait défaut. Et je vais vous donner un exemple très simple. Lors d'une rencontre avec Mohamed Brada, l'ex-ministre des Finances, à Casablanca, c'est un grand mécène. Il a construit de grands complexes sportifs, sociaux et culturels. On discutait un peu de l'aspect budgétaire et de la part ridicule du budget du ministère au sein du budget de l'État. Et ce qu'il m'a confié, c'est que lorsqu'il était ministre des Finances, lorsque le ministère de la Culture venait le voir, c'était ça, je ne m'en rappelle plus, mais c'est dans ça. Il lui a accordé une petite augmentation du budget d'1 million de dirhams. Et si Nasser était aux anges, parce qu'il considérait que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et si Mahmoud Brada a conçu le centre culturel à Casablanca, ce fut après les événements du terrorisme qui avaient frappé la ville. Et quand on s'est rendu compte que le fait qu'il n'y ait pas eu d'investissement dans la culture suffisamment dans le temps long pour adoucir les mœurs, pour renforcer l'ouverture vers l'autre, pouvait conduire à cet enfermement identitaire qui a pris dans le cas d'espèce un enfermement radicalisé. Et il m'a dit que si aujourd'hui, c'est en compte il y a quelques années, mais 6-7 ans, si jamais d'aventure, il serait rappelé aux affaires, et qu'il ne le souhaitait pas, mais c'est une hypothèse, qu'il soit nommé ministre des Finances, il triplerait une fois j'ai le ministère de la Culture sans que personne ne lui demande. Tellement il était acquis pour lui qu'on avait perdu beaucoup de temps à marginaliser le secteur culturel. Et donc, ce portage politique, lorsqu'il est en défaut, parce qu'il n'est pas incarné, ou parce que l'État le met à la marge, pose un grand problème. La politique va démontrer sa faiblesse dans l'absence d'une stratégie nationale de la culture. Certes, le secteur est transversal. Beaucoup d'intervenants, que ce soit des ministères, que ce soit des entités sui generis, des établissements publics, ce que vous voulez, il y en a des grandes quantités d'intervenants en matière culturelle. Il y a les villes, il y a les régions, il y a les syndicats d'auteurs, etc. Tout ce magma-là n'est pas organisé. Et lorsque le gouvernement, après celui des ministres, avait mis dans le programme gouvernemental, on a fait pression sur la surface,
que le Maroc soit doté d'une véritable stratégie nationale qui fait quoi? Qui est chef de file? Comment coordonner les différentes questions? Comment monter un marché? Comment les différentes entités gouvernementales et territoriales puissent travailler, etc. Eh bien, ce point du programme gouvernemental n'a jamais été exécuté à ce jour. À ce jour. Et Dieu sait comment le gouvernement agit. Il fait appel tout simplement à une boîte de un bureau conseil. Il le paye. Et l'autre produit un document d'une cinquantaine de pages, de 20 pages, et que le ministre vient débiter devant le public. Ce portage politique est inexistant parce que les partis politiques sont trop faibles au niveau de l'expertise pour pouvoir eux-mêmes avoir cette vision. La plupart du temps, vous allez vous retrouver avec des discours dithyrambiques, des discours qui magnifient la culture, son rôle, etc. Tout ça, c'est du blabla. Parce que vous lisez ce qu'ils écrivent, c'est ridicule. Pour qu'un praticien comme moi, qui vient du privé et qui ait travaillé au ministère, c'est à s'arracher les cheveux quand même. Donc nous avons un grand problème de portage politique, non seulement au niveau d'État, parce qu'on n'a pas compris les rôles essentiels de la culture, autre que celui du marché, de la croissance, etc. Et au niveau de la stabilité du pays, de la cohésion du pays, du lien social à tisser. Et le nouveau modèle de développement a compris ça. Et il le dit, qu'il y a un point, un axe prioritaire, si vous voulez, d'importance, c'est celui du binôme unité-pluralité. Il faut décoder, parce que pluralité, dans la culture, ça ne veut rien dire, il y a pluralité politique. Mais en culture, on parle de diversité. Autrement dit, culture marocaine, au singulier, versus, c'est ça l'unité. Culture marocaine au pluriel. C'est ça ce que ça veut dire. Et qui le reconnaît, que c'est un point très important pour la stabilité du pays. Pour la première fois que l'on souligne cet élément d'importance. Ceci était connu, c'est pas nouveau. Mais le fait qu'après réflexion, l'on puisse le dire et l'écrire, me semble être déjà un premier pas vers un portage politique d'un rôle essentiel dont dépend l'importance de la culture dans le programme du gouvernement ou dans celui des régions ou dans celui des villes. Revenons à la question du budget du ministère. Le ministère est certainement le lieu où se déploie l'essentiel de la politique du pays. Il y a les autres intervenants, mais disons que c'est le pivot. Le problème de ce ministère, c'est son budget qui est à 0,25% du budget de l'État, plus ou moins. C'est vrai, c'est faux. C'est faux parce que le ministère de la Culture ne s'occupe pas des médias, de la communication, qui fait partie de la culture. Le ministère le département de la communication fait 0,65% du budget. Ah, si vous rajoutez 0,28, vous êtes à peu près à 1%. Et c'est beaucoup d'associations, de société civile réclament depuis toujours le 1%. Et ça aussi c'est ridicule. Parce que le 1% ne veut rien dire. Le 1%, c'est ce que font les grands pays développés qui ont déjà construit les murs, qui ont déjà les conservatoires, qui ont déjà formé les professeurs de danse ou de musique, qui ont déjà les centres culturels, qui ont déjà des compagnies, de ce que vous voulez. Le 1%, il est là pour financer les programmes culturels, non pas pour construire les murs. Nous, on est encore à construire les murs. Et donc, on ne s'occupe pas de culture. Parce que personne ne parle aujourd'hui de choses importantes. Pour avoir une politique culturelle, il faut connaître les pratiques culturelles.
Si vous ne savez pas ce que veut, demandez au Marocains. Pourquoi vous dépensez de l'argent? Ça ne sert à rien de dépenser de l'argent. Dans n'importe quelle association, vous allez voir, à Salé, nous sommes très friands de l'Andalousie. Eh bien, mettez une soirée de l'Andalousie, il y aura 200 personnes au maximum sur une population d'1 million. Ben, ça veut dire qu'on est à côté. Peut-être si on avait mis l'Aïta ou Khtoka, il y aurait 1000 personnes. On ne sait pas ce que veulent les gens. La demande, on ne la connaît pas parce qu'il n'y a pas d'études sur les pratiques culturelles. Il y a des études sur les études cliniques. Il y en a qui cliniques, ce que disent les Américains, les Français ou la Réunion. Donc nous avons de très grands problèmes au niveau budgétaire, on est à 0,25, on est même à 1%. Le 1% est ridicule, parce que vous ne pouvez pas démarrer un marché, parce qu'on n'a pas de marché de la culture. Hein? Tout à l'heure, Mohamed parlait du salon du livre. C'est ridicule. Le nombre de livres qui sont produits. Et bien sûr, on n'a pas d'éditeurs. Pas dans l'absolu, mais de véritables éditeurs. Parce qu'il y a une économie d'édition. Un éditeur, il peut éditer des centaines de livres, il va en gagner sur 4 qui sont des best-sellers. Il va vendre des millions. Avec cet argent-là, il va financer le reste. Mais si vous n'avez aucun livre qui est un best-seller, ben, à quoi ça sert d'être éditeur? Et là, on va retourner au portage politique. Un de ces jours, ouais, je suis un tartare, mais... Non, parce que je veux pas, on peut parler une langue savante, ça vous emmerde, mais il vaut mieux qu'on parle de choses concrètes. Pour régler ce problème d'édition, puisque c'est Mohamed en a parlé, on était parti, moi et Amine, mon ancien ministre, voir le ministre de l'Éducation nationale. L'une des solutions pour fortifier le secteur d'édition, c'était qu'au niveau de l'enseignement, au niveau secondaire, comme on a 2 académies, de proposer 12 livres par an pour les élèves de 5e, 6e, 7e année. On pouvait aller directement à 3 millions d'exemplaires vendus. C'est facile. Donc à mettre de leur cadre pour chercher un peu les romans qui sont les plus appréciés ou qui ont reçu des prix, etc. Et ils les imposent. Comme nous, on a étudié Rabelais, on a étudié plein de monde lorsqu'on était jeunes. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous, on lui a parlé d'une décision administrative qu'elle allait soumettre à des experts et sortir une décision. C'est-à-dire aller consulter les pédagogues, chercher, etc. Et il n'avait pas besoin de faire grand-chose pour ça. C'était notre initiative pour booster les éditeurs. Parce que si on a 4 ou 5 éditeurs qui commencent à produire 300 000, 500 000 exemplaires par an, et ils pourraient financer le reste, et même se professionnaliser, etc. Ben, monsieur le ministre a préféré nous parler de ses propres problèmes. Lui-même avait de la difficulté à recruter des professeurs de mathématiques, je ne sais quoi. Ça n'a jamais abouti, cette affaire-là. Et on est sorti un peu dégoûté, je peux vous le dire. Parce que c'est comme un discours entre des sourds. Et là, on voit bien qu'il y a un problème de coordination. Il n'y a pas de chef de file, il y a un problème de coordination. Et là, peut-être que, pour finir, je voudrais quand même parler du nouveau modèle de développement, ce qu'il a consacré à la culture et la problématisation qu'il en a fait. Mais il considère la culture comme étant, faisant partie du social. Et il a un grand axe d'inclusion, hein, cet aspect inclusif. Donc, ce binôme qu'il a appelé unité-pluralité, donc ce problème identitaire qui est approché de cette façon-là. Mais l'essentiel de la vision du nouveau modèle de développement n'a pas vu ce caractère essentiel
dans la production. Et je le dis toujours, vous prenez aujourd'hui un artiste plasticien marocain de renom, il va vendre une toile à 5 millions de dirhams. Il va l'exporter. C'est-à-dire, c'est un rouleau qu'il va mettre dans une boîte, il va exporter. Ça vaut 1000 camions d'orange. C'est la même chose. C'est la même chose. Au niveau des comptes temps, c'est la même affaire. Un best-seller. Je ne sais pas, prenez le livre de Shahari par exemple, House of Farasha, je ne sais pas combien on a vendu, mais on aurait pu en vendre 2-3 millions avec une politique. Mais, voyez-vous, lorsqu'on rétrécit le champ d'intervention de la culture, en le bloquant dans l'aspect social, pour régler un problème futur, peut-être de contact identitaire, on se fourvoie. Je pense qu'on s'est fourvoyé parce qu'on n'a pas pris tous les rôles que peut jouer la culture pour lui donner vraiment les outils et les moyens. C'est sûr qu'on a compris qu'au niveau du soft power, la culture pouvait jouer un rôle important. Le Maroc avec, parce qu'on est une puissance patrimoniale. Au niveau des éléments du patrimoine que nous avons, nous sommes les meilleurs en Afrique, dans le monde arabe et dans le monde islamique. Nous sommes une puissance patrimoniale, on est parmi les top 15 mondial. Tous les pays du monde le savent, sauf le Maroc, sauf le gouvernement marocain, le sait pas. C'est comme si vous aviez le terrain Wembley et que vous jouiez avec des équipes de 4e division. C'est ça le Maroc, c'est ça la culture. Et c'est dommage. C'est dommage, parce qu'on est assis sur un trésor. On est assis vraiment sur un trésor. Mais cette vision d'aller chercher les points forts de la culture, de lui donner les moyens, parce qu'il faut de dire que ce n'est pas une question d'argent, c'est toujours une question d'argent. Et je ne veux pas parler de lancer la cara ou la patate chaude aux villes, aux régions. Vous savez qu'au Maroc, parfois on fait des avancées et parfois des reculs. La nouvelle loi organique sur les entités territoriales, sur les collectivités territoriales, la commune, la dernière loi, a enlevé aux villes le droit de gérer les centres culturels. Alors qu'auparavant, il avait une compétence générale. Vous vous rendez compte, vous êtes dans une ville à Rabat, vous construisez un centre culturel, vous n'avez pas le droit de le gérer vous-même. Il faut vous associer à quelqu'un d'autre. Alors qu'auparavant, vous pouviez le faire. C'est-à-dire avant 2016, avant la... Ce sont des éléments peut-être juridiques qui ne sont pas très visibles pour le commun des mortels. Mais ce sont là, à mon sens, des arbitrages politiques. Et c'est dommage, lorsqu'on parle de proximité, de ne pas aller au plus près et de laisser aux instances qui sont au plus près du citoyen le soin de s'en occuper. Dernière chose, donnez-moi 2 minutes, c'est Mohamed a parlé tout à l'heure de la pauvreté des Marocains. La dépense marocaine, individuelle, en matière culturelle, elle est ridicule. Et au niveau du ACP, on calcule ça. Chaque 10 ans, il y a une enquête. On le calcule. On mixe la culture avec les loisirs. Le Marocain dépense plus en loisirs qu'en culture. Il dépense en culture quelque chose comme en dehors des loisirs. Si nous enlevons les loisirs, c'est-à-dire la restauration, les hôtels, etc., le Marocain dépense en moyenne. Alors, si vous voulez développer un marché, on peut faire toutes les propositions qu'on veut. Et là, je parle en tant que praticien, avec une dépense moyenne aussi faible, on ne peut pas signer bien un livre. Et on va aller voir un film de cinéma, ni rien du tout. Il y a le premier décile, les 10% les plus riches, pays qui sont capables de le faire et qui le font.
Et donc on revient toujours à la base à ce problème de démocratie culturelle. Comment permettre à tous les Marocains de bénéficier de la culture, de participer à la production de la culture. Et là, si le ministre de l'Éducation nationale ne fait aucun effort, et on rentre dans la case de la coordination, il faut préparer une clientèle, si vous voulez avoir un marché. La clientèle, c'est la clientèle qui aurait pu lire pendant sa scolarité des livres, qui aurait eu comme cours obligatoire l'éveil à la musique, ou le jeu d'un instrument de musique, comme cela se fait partout. Même le modèle développement, qui consomme cette affaire-là, il ne parle pas d'une obligation d'un cours de musique. Il parle de possibilités, d'opportunités et de choix. C'est-à-dire que, mais pour le faire, si vous voulez que demain, l'ensemble des musicaux dans nos écoles, ben, c'est un chantier immense. C'est un chantier immense. Il faudra former des milliers, des dizaines de milliers de professeurs. On les a pas. Et si vous voulez que la culture joue son rôle avec le tourisme, parce qu'un touriste qui vient à Rabat, à 9h, il n'y a plus rien. Un touriste qui vient à Rabat après 9h du soir, il n'y a rien. Ben, s'il va ailleurs, peut-être qu'il aurait tort, il y a des problèmes de sécurité. Donc, pour que le tourisme marche, pour que l'artisanat marche, ben, il faut préparer la clientèle. Et la clientèle, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Si vous leur apprenez à jouer des instruments de musique, ben, vous aurez peut-être dans les places publiques des gens qui vont jouer, des nightclubs, ce que vous voulez, en tout cas. Bon, voilà, je m'excuse d'avoir été un peu long.